Donc là, on va quand même passer un petit peu plus vite que ce qu'on avait prévu sur nos présentations parce qu'on ne veut quand même pas non plus perdre trop le fil et puis surtout le temps que l'on a pour cette matinée. Mais on voulait revenir un peu sur ce qu'on avait présenté l'année dernière, qui était le fait qu'on voulait travailler sur aussi comment soutenir les patients dans les nombreuses questions qu'ils se posent tout au long de leur trajectoire. Et on vous avait partagé l'idée qu'on allait mettre en place un parcours d'apprentissage patient. Puis c'est intéressant parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans ce que nous a présenté le docteur Latreille tout à l'heure, là, dans l'axe 7, c'est ça, là, je sais plus comment ils les appellent, axe, et ensuite c'est action. Puis ensuite, c'est l'action, je pense que c'est l'action 4, qui est justement sur le développement d'avoir une interface numérique pour aider les patients à mieux se coordonner dans le système de santé. Donc là, on va vous présenter à 2 voix, à la fois donc un agent conversationnel appelé chatbot et son petit nom étant Marvina pour le cancer du sein et ce fameux parcours d'apprentissage patient qui est développé depuis maintenant plusieurs années par le Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public avec un financement de l'IPAM, donc l'Institut de la pertinence des actes médicaux. Donc juste pour vous dire qu'il y a tout un groupe de, comment ça s'appelle, de chatbots qui sont actuellement en train d'être réalisés sous la responsabilité donc, du docteur Bertrand Leboucher, qui a vraiment créé autour de lui une équipe assez remarquable à la fois de personnes de Polytechnique qui ont donc tout le côté vraiment intelligence artificielle et développement d'outils numériques de haute voltige comme les chatbots, des professionnels de la santé, des patients évidemment inclus complètement dans l'équipe et des chercheurs donc comme Bertrand, moi-même et d'autres. Et lui, c'est un spécialiste donc du sida et il a commencé donc par un premier chatbot en lien avec les problématiques que les patients se posent quand ils vont à l'étranger et l'utilisation des médicaments. Donc bref, pour vous dire que depuis donc 2022, on commence à travailler sur le chatbot dans le domaine du cancer du sein. Et le contexte, eh bien, c'était de faire en sorte qu'on puisse participer à une certaine forme d'autonomisation, puis que les personnes puissent en temps réel pouvoir poser des questions sur leurs problématiques de santé. Donc, il y a plusieurs solutions qui peuvent être envisagées, mais on trouvait quand même qu'il y avait, vous savez, de plus en plus, hein, les gens peuvent poser des questions en ligne directement pour avoir des réponses. Et on s'était dit, ça serait vraiment intéressant sur vraiment avoir des informations sur la maladie et les traitements, la signification des tests cliniques et aussi les recommandations sur les modes de vie des patients, ce qui permettrait comme ça de faire des liens avec tout le travail qui est fait à la fois dans le PAP, mais aussi tout ce que va contenir le PAP. Il y a plein de chatbots qui existent au niveau international, mais quand on fait un peu leur analyse, il y a très peu de chatbots qui sont développés avec des patients, si ce n'est d'ailleurs aucun. C'est assez étonnant. Et donc, dans le domaine du cancer du sein, il y a 3 chatbots qui sont vraiment un peu en haut de la liste. Là, il y a Vic sur le sein, Vic Sein, qui lui est vraiment intéressant. Il est développé, je crois, en France. Il y a celui qui est fait par l'Organisation mondiale de la santé, donc le WHO Women's Health, qui est aussi, là, il y a quelques patientes qui avaient qui avaient été intégrées. Et puis, il y a aussi Rosa, qui est donc dans les pays nordiques, qui est utilisée. Donc, il n'y a pas grand-chose sur le marché, c'est assez étonnant. Et donc, l'idée, c'était vraiment de co-créer Marvina, donc vraiment de partir des besoins des patients, d'avoir un groupe de travail avec des patientes partenaires pour créer ce fameux chatbot avec aussi, bien sûr, les ingénieurs et les chercheurs. Nous, on est évidemment intéressés à travailler plus en partenariat que juste informer et consulter. Mais vous allez voir que dans la méthodologie, finalement, on utilise plusieurs niveaux d'engagement des patients. Donc, dans la méthodologie que l'on souhaite mettre en place, il y avait évidemment l'évaluation des besoins, la création d'une base de connaissances, et puis ensuite voir un peu de quelle façon ça peut être utilisable d'une façon vraiment régulière, d'avoir un chatbot avec une interface informatique. Donc, c'est ce que je vais vous présenter, c'est vraiment l'évaluation des besoins, et puis la création aussi de la base de connaissances. Tout ça s'intègre évidemment dans un projet plus large donc, que Tiffany va nous présenter sur ce fameux parcours d'apprentissage patient qui, jusqu'à présent, n'avait pas vraiment d'interface pour pouvoir discuter. Donc, c'est un peu un projet pilote aussi dans le cadre des PAP pour le rendre encore plus interactif auprès des patients.
Donc, là, je vais revenir un peu sur les… Donc, on a réalisé quand même 3 groupes de discussion avec 12 personnes ayant des parcours très différents. Encore juste une petite parenthèse sur les problématiques dans le cadre des projets multicentriques et autres. Là, on doit travailler aussi, on travaille à la fois sur McGill et sur le CHUM. Et puis, le recrutement des patients à McGill n'a pas été aussi facile que ça à cause d'enjeux de recherche sur les comités d'éthique. Mais on a quand même pu avancer. Donc, ce qui est ressorti vraiment de façon très importante sur les besoins des patientes par l'intermédiaire d'un chatbot, c'est d'avoir des informations de très haut niveau sur la maladie. Donc, si on a envie d'avoir de l'information dessus, comment on peut en avoir et être sûr, en tous les cas, qu'elles sont de bonnes de sources fiables. Donc, et puis, vous voyez, c'est vraiment à la fois les stades, le grade des tumeurs, les traitements, bien sûr aussi qu'il y ait de l'accompagnement par rapport à l'information qui est donnée. Et aussi, bien sûr, avec la possibilité d'avoir les proches qui puissent l'utiliser. On avait aussi, donc plus particulièrement sur les types de traitements, les participantes ont exprimé un besoin d'informations beaucoup plus détaillées que ce à quoi on s'était attendu au départ. On était assez étonnés de voir que on veut connaître les traitements, on veut connaître les comment ça s'appelle, pourquoi on les donne, quels sont les effets secondaires, comment on doit faire la suite, etc. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui est revenu très, très fortement. Et puis ensuite, il y a bien sûr tout ce qui concerne les effets indésirables, en particulier tout ce qui est attrait au lymphodème et à la neuropathie, et l'impact aussi sur la qualité de vie, et comment se font aussi les suivis post-traitement de ces effets secondaires. Et alors là, ça a été aussi une grande révélation avec les patientes avec lesquelles on a travaillé. C'est vraiment, elles connaissent très très bien les sources d'informations. Elles ont fait pas mal d'essais-erreurs. Et on a travaillé après avec les professionnels pour valider les sources qu'elles nous avaient proposées. Et dans la très grande majorité des cas, c'était vraiment les ressources aussi utilisées par les professionnels. Donc ça, c'était super intéressant de voir ce genre de choses. Et puis, bien sûr, l'observance thérapeutique et la gestion des événements indésirables étant une autre dimension qui était proposée. Donc là, j'ai proposé de continuer avec le PAP. Et puis, on pourra peut-être conclure toutes les deux là, pour voir. Parce que l'horizon, en tout cas, c'est que l'année prochaine, quand on va arriver, eh ben, il y aura un PAP et il y aura un chatbot. Et il y aura un chatbot. Wow. Donc, le parcours d'apprentissage patient, je suis venue le présenter l'an dernier. Je vais faire un focus un peu plus aujourd'hui sur le cancer, comment on va faire le PAP en cancer du sein. C'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un outil pour soutenir le rôle des patients et des proches. Puis, c'est un outil qu'on a développé effectivement dans un projet financé par l'UPAM dans les 3 dernières années, dont un PAP en oncologie. Le PAP, ça se veut un outil qui va lister ce que vont faire les patientes et les proches aidantes à l'intérieur d'un parcours de vie avec la maladie. On va vraiment regarder, on se dit, les patients, ils accomplissent des actions, ils font des gestes. Est-ce qu'on peut regarder ce que c'est ces actions et ces gestes? Et on essaye de les écrire sous forme de compétences et de besoins d'apprentissage. Donc, l'idée, c'est que ce soit vraiment centré sur la montée en compétences du patient, la possibilité d'aiguiller vers des outils numériques ou non en santé pertinents pour accompagner et soutenir le patient dans sa pratique vers l'auto-soin, la prise de décision partagée et l'autonomisation. Donc, d'où c'est parti cette envie de faire des parcours d'apprentissage patient? C'était vraiment dans l'approche du patient, du partenariat patient. On regardait souvent, on sait que les patients acquièrent des savoirs à travers leur parcours de vie avec la maladie, mais on s'est dit aussi, mais comment ils les acquièrent et est-ce qu'on peut regarder c'est quoi ce qu'ils font les patients en fait? L'idée, c'est vraiment de se dire que les patients et les proches aidants ont une pratique de soins, sont des acteurs de soins, puis est-ce qu'on peut regarder et écrire c'est quoi cette pratique de soins des patients et de leurs proches à l'intérieur d'un parcours de vie avec la maladie. Parce qu'on sait bien, ça fait vraiment le lien avec ta présentation, Marie-Pascale, puis avec ce qui a été présenté ce matin. Bien souvent, en tout cas, moi, je suis patiente partenaire, puis j'ai vraiment cherché beaucoup par moi-même l'information. Puis on va aller le chercher dans plein d'endroits, en fait, que ce soit des groupes sur les réseaux sociaux, dans notre association de patients, des rencontres avec des professionnels qui vont nous aider à avancer, Dr Google, puis tout un tas de lectures et aussi la rencontre avec des organismes communautaires qui peuvent nous aider à avancer. Et on n'a pas tous, en fait, des équipes qui essayent d'organiser ces ressources et ces informations pour nous et à nous aider dans notre parcours d'apprentissage à l'intérieur de notre parcours de vie avec la maladie. Donc, l'idée du parcours d'apprentissage patient, c'est vraiment de se dire, comme les patients et leurs proches sont des acteurs de soins, comme les autres membres de l'équipe, est-ce qu'on peut développer leurs compétences, organiser les soins et services pour faciliter leur pratique? Est-ce qu'on peut leur fournir des outils nécessaires
pour leur pratique de soins. Et puis, on avait un petit clin d'œil en disant, les professionnels, ils ont des actes réservés. Et puis, les patients, ils ont aussi des activités propres qui ont été d'ailleurs identifiées par le Collège des médecins du Québec. Je vous encourage à les regarder. Donc, vraiment, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut trouver un outil qui va nous aider à faire ça? Et c'est là qu'arrive le parcours d'apprentissage patient, qui se veut vraiment un outil de travail. En fait, c'est pas un outil final, c'est un outil qui permet une rencontre, en fait. Et ça se veut un cadre de référence. C'est des outils vivants. D'ailleurs, juste avec la présentation de HMR ce matin, j'ai eu l'idée d'un nouveau besoin qu'on devrait intégrer dans le parcours d'apprentissage patient. Mais ça, c'est un extrait du PAP en oncologie, en fait. Donc, vous voyez, on a différentes étapes dans le parcours et on va identifier un certain nombre de compétences et de besoins d'apprentissage. Et puis, il y a des besoins spécifiques pour les proches aidants qui sont identifiés à l'intérieur du parcours d'apprentissage patient. Donc, ça, c'est comment on a fait ça. Donc, on part du parcours de vie avec la maladie et vraiment, l'idée, c'est d'aller explorer toutes les sphères de la vie, comment la trajectoire, comment la maladie va venir impacter beaucoup de choses dans notre vie. Et puis là, ça a l'air un peu linéaire, mais on sait bien qu'en cancer, il y a des boucles et puis qu'on passe souvent par les mêmes étapes. Donc, c'est pour ça qu'on vient identifier les étapes d'apprentissage. Donc, ça, c'est les étapes d'apprentissage du parcours en oncologie qu'on avait identifiées avec les patients. Et puis, ça a donné 115 compétences et besoins d'apprentissage qui sont déclinés en de nombreux sous-besoins. Donc, c'est vraiment un très gros document avec beaucoup d'informations, mais qui justement se veut vivant. Donc, on encourage les gens à venir l'enrichir. Il va être publié dans pas très longtemps sur notre site. Comment on a fait ça? Ça, c'est vraiment notre méthodologie. On va travailler, on n'essaye pas de réinventer la roue ni l'eau chaude, j'ai bien aimé ça. Mais l'idée, c'est vraiment de partir de l'existant. Donc, on a... Pour le PAP en oncologie, on a rencontré évidemment Dr Latreille et la direction nationale du programme en cancérologie, la Société canadienne du cancer, la Fondation québécoise du cancer, Coalition Priorité Cancer et puis le ROCO. Et puis, on a travaillé évidemment avec Marie-Pascale et ils nous ont guidés en fait vers un parcours général en oncologie en nous disant ensuite on pourrait s'en servir pour adapter des variations en fonction des différents types de cancers. Donc, c'est ce qu'on va faire justement avec le parcours en cancer du sein. On a fait des premières rencontres de démarrage justement pour identifier les différents partenaires. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait dans le chatbot, donc d'intégrer déjà ce qui a été identifié, les besoins, d'aller regarder aussi les différentes ressources et outils qui ont été identifiés, puis de pouvoir mobiliser l'existant. L'idée vraiment, c'est que le PAP serve à faire le lien entre les outils et le parcours des patientes et des proches aidants, mais du point de vue des patientes et des proches aidants. Vraiment, c'est de se mettre dans un changement de vision. On regarde le parcours à partir de ce que vivent les patientes et leurs proches aidantes. Donc, on va mobiliser les partenaires qui ont déjà été impliqués sur le chatbot, identifier les travaux existants et identifier c'est quoi les variations du cancer du sein par rapport au PAP oncologie. On aimerait mobiliser les patientes partenaires impliquées dans les travaux sur le chatbot parce qu'elles ont déjà aussi identifié plein de besoins importants pour elles. On va leur présenter évidemment le PAP oncologie et leur partager le document. Et puis, on va faire des groupes de travail où l'idée, c'est d'ajuster le parcours de vie. Est-ce qu'il y a des étapes à rajouter, à creuser, des éléments à ajouter? Et puis, ajuster les besoins d'apprentissage aux spécificités du parcours. Et on va, comme on le faisait pour le PAP, aller enrichir ce parcours avec nos différents partenaires en identifiant le plus possible au passage des ressources et des outils qui vont venir en réponse aux besoins du PAP. Donc, vraiment, un PAP, ça peut permettre de servir de référence pour l'éducation thérapeutique, organiser les soins et services pour soutenir les patients et leurs proches dans leur pratique de soins. C'est aussi des outils qui aujourd'hui nous permettent de sensibiliser et former les professionnels sur les savoirs et les compétences développées par les patients. Et puis, évaluer, choisir les outils en santé et structurer et développer les fonctionnalités. Alors, au départ du projet des plateformes provinciales, mais ça peut aussi justement structurer des plateformes d'auto-soins. Donc, on vous encourage aussi à vous en servir. Il y a Isabelle là, qui est ici aussi. Ouais. Des liens, Aussi des liens avec des plateformes existantes. L'idée, c'est vraiment soit d'aider à mobiliser les besoins à l'intérieur d'une plateforme ou justement de faire le lien avec des plateformes en développement. Et puis ça, c'est ma dernière diapo que j'aime beaucoup, en fait, qui nous est venue d'une patiente partenaire qui a travaillé avec nous dans un autre parcours d'apprentissage patient, qui disait, mais en fait, en transplantation. en transplantation, ok. En greffe hépatique, qui a été un super projet. Puis c'est Joanne qui nous a dit, mais en fait, finalement, c'est comme identifier tout le jeu de cartes, tout ce qui pourrait nous intéresser à l'intérieur de notre parcours. Mais ensuite, un patient, avec l'aide de son équipe traitante
et des patients accompagnateurs et des patientes accompagnatrices, va pouvoir identifier c'est quoi les cartes qui sont importantes pour elle ou pour lui, pour finalement créer son parcours d'apprentissage patient personnalisé et qui va lui permettre de naviguer le système. Très Moi, bien. j'ai oublié de rajouter un truc là, c'est que j'étais il y a quelques jours à Oxford sur un super beau panel là, sur l'intelligence artificielle en santé. Et puis, on a parlé des chatbots. Et je me suis vraiment rendu compte que notre démarche, parce qu'on a un comité scientifique là, sur le chatbot, puis on s'était fait un petit peu quand même mis au défi de savoir pourquoi on faisait ça, alors qu'il y avait ChatGPT, il y avait plein d'endroits, etc., où on pouvait discuter. Et puis là, et vraiment avec les spécialistes de l'IA, je me suis fait confirmer que ce qui est excessivement important, ce sont les sources. Donc, le fait que nous, on ait un contrôle sur les sources pour le chatbot en vraiment s'assurant que toutes les questions sont référées à des sources qui ont été validées scientifiquement, etc. Enfin bref, nous évite en tous les cas des réponses un peu étranges qui peuvent ressortir d'agents conversationnels qui n'ont pas de garantie, en tout cas, sur la qualité des données qui sont échangées. Donc ça va être un peu notre branding là, sur le travail que l'on est en train de faire. C'est vraiment de s'assurer que toute l'information qui va être échangée par l'intermédiaire de ces plateformes numériques soit de très, très haute qualité. Ouais.